Vous écoutez Radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Louez l'Éternel, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Aimables auditeurs et auditrices, nous voici encore une fois ce soir en arrière de ce micro pour vous présenter votre émission de prédilection Parlons Santé sur les ondes de la radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal. Nous sommes heureux d'être avec vous encore une fois. Et sans plus tarder, avant de vous présenter nos différents animateurs et intervenants, nous allons nous incliner pour demander à Dieu de nous accompagner au cours de cette émission. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous nous courbons devant ta majesté pour te remercier pour tes multiples bienfaits envers nous. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le mouvement et l'être, la respiration. Et nous voulons te dire merci Seigneur de ce que tu nous as protégés, tu nous as gardés au cours de cette journée. Tu nous as permis de nous réunir ce soir pour présenter cette émission. Nous te demandons, Éternel, avec le pardon de nos péchés, de prendre toute la place et de permettre, Seigneur Dieu, qu'au cours de cette émission, que des personnes qui voulaient avoir des informations par rapport à leur santé puissent les trouver. Sois avec nous. Prends le contrôle de l'émission. C'est dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles, que nous te prions. Amen. Amen. Oui, encore une fois, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous qui nous écoutez de partout. Et j'ai le plaisir d'être avec le docteur Franz Pierre, qui va saluer son public, et aussi avec notre metteur en ondes, notre frère Charlton. Chers auditeurs, vous qui nous écoutez de partout, spécialement ceux qui nous écoutent d'Haïti et prochainement ceux qui vont nous écouter via YouTube, je veux vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc comme Sœur Roselyne l'avait dit tantôt, donc bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Nous allons discuter encore une fois de sujets concernant ma santé et votre santé. Que le Seigneur nous éclaire et nous aide à trouver des réponses précises selon les besoins de chacun. Que Dieu vous bénisse. En fait, c'est même pas nécessaire que je me présente. Je suis la sœur Roselyne Jolteus. Docteur Franz, nous avons un thème pour l'année, c'est les services de la communauté. Et nous avons établi un plan. Naturellement, il y a certains sujets spéciaux, certains sujets en particulier que nous avons développés. Et le dernier, c'était sur les fibromes utérins. Sur les fibromes utérins, exactement. Ouais. Et nous avons parlé de... Nous avons dit c'était quoi les fibromes utérins, qu'on appelle aussi des myomes, des léomyomes. Et ce sont des structures, des tumeurs bénignes qui prennent naissance à partir du muscle utérin, de l'utérus. Alors, et
on a expliqué aussi le développement, comment est-ce que ces fibromes se développent, la pathogénie. Et on avait dit que ce sont des tumeurs hormonodépendantes. Donc, hormonodépendantes chez la femme, naturellement, ces fibromes utérins, parce que les hommes n'ont pas d'utérus, on l'avait dit bien. Les hommes n'ont pas d'utérus. Les hommes n'ont pas d'utérus. Donc, c'est surtout c'est chez les femmes qu'on rencontre ces tumeurs. Et c'est en rapport avec la production d'œstrogène et de progestérone. Exactement. On avait aussi parlé des gens qui sont plus susceptibles d'avoir des fibromes. On avait évoqué aussi les différents types de fibromes aussi. En fonction de leur position. En fonction notamment. De leur position et tout ça. Quelles sont les causes des fibromes? On avait élucidé tout ça aussi. Exactement. Tout en mentionnant, nous avons insisté sur notamment les femmes à partir d'un certain âge, particulièrement autour de la quarantaine, qui vont en avoir plus parce que leur utérus a eu une exposition plus prolongée aux hormones. Nous avons dit aussi que les femmes noires ont tendance à avoir plus de fibromes que les femmes blanches, caucasiennes. Oui, c'est vrai. Et puis, quels sont les facteurs qui peuvent penser à un cancer aussi? On en avait parlé. Oui, on avait parlé. Comme on l'avait dit au départ, les fibromes utérins sont en grande majorité, plus de 99% des cas, des tumeurs bénignes. Donc, on n'a pas à s'en préoccuper. Par contre, il y a quelques cas où un fibrome pourrait se transformer en cancer. Et dans ce genre de cas-là, on va voir surtout un fibrome qui se développe assez rapidement, de façon exponentielle et assez rapidement, et un fibrome qui devient symptomatique aussi assez rapidement. Donc, ça peut se faire poser des questions. Oui. On avait cité aussi quelques remèdes naturels contre les fibromes utérins. Et je pense qu'il y avait une question qui était lancée aussi. Je n'ai pas de réponse jusqu'à présent. Les gens de communication de la radio ne m'ont pas encore avisé de la présence de réponses. Nous avons demandé à tous ceux qui connaissent quelques traitements naturels qu'ils ou elles ont expérimenté personnellement ou indirectement de nous en faire part. Donc, nous attendons encore des réponses sur le traitement naturel des fibromes utérins. Exactement. Oui, et par rapport à l'infertilité aussi, les fibromes utérins sont-ils vraiment une cause d'infertilité? On a dit que ceci dépend aussi de la position aussi des fibromes, et de la grosseur aussi. Oui, exactement. Et puis nous avons avisé les femmes de faire attention. Et c'est pas parce que quelqu'un veut tomber enceinte qu'il a des fibromes qu'on va systématiquement opérer parce que c'est les fibromes qui sont responsables de l'infertilité. Et si quelqu'un a des fibromes, on lui propose de l'opérer parce que ça peut aider pour la survenue d'une grossesse. On a avisé les femmes aussi de suivre le conseil de leur médecin et de ne pas s'entêter pour dire j'ai pas d'enfant, je veux pas m'opérer, etc. Comme complication, même si elles sont rares, mais on en avait parlé aussi. C'était comme complication, on pouvait avoir une sorte de dégénérescence. De dégénérescence qui entraîne beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs. Puis bien sûr, nous avons les cas d'hémorragie qui sont les cas les plus fréquents. Qui amènent toujours, qui peuvent se découler sur une anémie sévère aussi, si ce n'est pas pris en charge. Certaines femmes sont même obligées d'avoir des transfusions sanguines de temps en temps ou d'avoir des injections de fer de temps en temps, tellement leur fibrome saigne. Et puis, nous avons aussi avisé les gens, si vous avez un fibrome ou des fibromes qui sont très compliqués, qui donnent des problèmes, essayez de voir avec votre équipe médicale qu'est-ce qui peut être fait pour soulager. S'il faut passer par une chirurgie, de passer par la chirurgie. On a parlé aussi de l'embolisation des fibromes aussi, qui est une technique pour, au niveau de la vascularisation de la masse, on brûle les artères un peu, et ceci empêche la croissance du fibrome. Si la personne ne veut pas se faire opérer aussi. Et d'autres méthodes de traitement aussi, c'est la chirurgie surtout.
On parle de myomectomie et des fois on peut aller jusqu'à l'hystérectomie, ça dépend aussi. Exactement. Puis nous avons parlé de plusieurs médicaments qui peuvent être utilisés en cas de fibrome pour réduire la taille des fibromes. La plupart des médicaments vont être utilisés avant une opération. Et certains médicaments peuvent être utilisés aussi quand les femmes ont complété leur famille, qu'elles ne veulent pas être opérées, mais pour réduire, pour amener à arrêter les symptômes. Puis bien sûr, parmi les médicaments, une femme qui saigne beaucoup, mais qui ne veut pas être opérée, on peut lui mettre aussi, par exemple, un stérilet ou lui prescrire d'autres médicaments pour réduire les symptômes. Donc, envoyez-nous quand même des questions, vos questions, si vous avez des informations. Vous voulez avoir des informations concernant les fibromes. Je pense qu'on a roulé aussi cette émission en plusieurs fois aussi. Exactement. Et ceci n'empêche pas cela. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous les faire parvenir sur le site. Ouais, c'est le radeep@commercialphiladelphie.org, radeep@commercialphiladelphie.org. Et puis, on va ajouter, Sœur Jolteus, que ce n'est pas seulement question. Si mon réponse au traitement naturel, vous voyez traitement pour le partager avec auditeurs. C'est bien, c'est bien. Ben, tout aujourd'hui, on a un autre sujet. On va débuter avec des sujets sur les infections respiratoires. Exactement. C'est pas sans raison que j'avais dit tantôt que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Cet appareil respiratoire, c'est compliqué. C'est Dieu qui nous donne la vie, qui nous permet de respirer. Et encore ce soir, nous avons encore le docteur Franz qui va répondre à certaines questions pour vous. Donc, je pense que c'est l'heure d'aller à la pause et après quoi, on reviendra avec ce sujet, sur les infections respiratoires. Et que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Je vous rappelle que vous êtes sur les ondes de la radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal et vous suivez votre émission Parlons Santé avec le docteur Franz Pierre et docteur Roselyne Jolteus. Comme nous vous l'avons annoncé tantôt, aujourd'hui nous allons débuter avec une série de sujets sur les infections respiratoires. On parle de l'appareil respiratoire, comment fonctionne cet appareil respiratoire. Et le docteur Franz, peux-tu nous faire un bref rappel anatomique de cet appareil? Merci, Sœur Jolteus. Je pense que la COVID-19, la pandémie, nous a appris l'importance ou nous a rappelé l'importance du système respiratoire pour l'être humain. Et si nous te faisons un petit sondage avec et auditeurs nous t'apprend que majorité dans yo t'es ou bien yo même ou bien en monde proche yo t'es frappé de la COVID-19 et yo te rend yo compte leur en difficulté dans le système respiratoire là, comment ça capable épeurant, comment ça capable affectant pour yo. Donc et nous tous nous connaissons tout dès l'approche, on va dire la période de l'automne, le retour à l'école, les enfants, les adultes en période hivernale, les enfants, les adultes durant la période des fêtes, tout le monde est souvent attaqué ou frappé par des virus, par des infections respiratoires et souvent ça crée beaucoup de problèmes. Certaines personnes sont moins malades que d'autres,
mais certaines personnes sont très, très malades. Donc, la respiration qui est un cadeau du ciel, l'oxygène qui est un cadeau du ciel, c'est la respiration. Donc, le système respiratoire, c'est un système qui est fondamental pour le fonctionnement de l'être humain. On rappelle, bien entendu, que le système, en gros, pour son fonctionnement, est divisé en 2 grands segments. Nous avons un segment qui est en haut, c'est un segment que l'on voit, donc on parle de la tête jusqu'au cou, et un segment qui est en bas, donc qui sort du cou jusqu'en bas. Si nous sommes plus précis, nous dirions que nous avons un segment qui va juste un petit peu en bas de la pomme d'Adam, qui c'est le segment supérieur, et un segment qui c'est le segment inférieur, qui va de la pomme d'Adam jusqu'au niveau des poumons. Donc, nous avons donc les voies supérieures. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des infections des voies respiratoires supérieures qui contiennent, ça commence par le nez et la bouche qui permet l'entrée de l'air. Ça passe par la gorge que nous appelons encore le pharynx. Les gens ont déjà entendu parler de pharyngite. Et puis, nous avons les cordes vocales qui font partie du système respiratoire aussi. Et puis, nous avons plus bas, le larynx, qui est le dernier segment et qui constitue les voies respiratoires supérieures. Puis, je pense que presque tout le monde a déjà entendu parler de l'épiglotte, qui est comme un clapet, comme une clé qui va fermer ou ouvrir les voies respiratoires supérieures. Et le rôle de l'épiglotte, c'est pour empêcher que les débris de nourriture tombent directement dans les voies respiratoires, ce qui nous fait tousser en général quand ça arrive. M'bavle bay blague là trop, mais on joue dimanche et toute équipe là ensemble, équipe famille noire et belle famille là, et puis gen yon nan nous m'bab di ki si la petite émission là connaît n'a chanter le bon brocoli et puis brocoli a prend l'autre route. Donc c'était vraiment épeurant. À ce moment-là, nous étions obligés de faire certains gestes pour nous déloger brocoli. Et puis, comme ça, c'était assez sérieux pendant un temps. Nous avons même relé l'ambulance. Mais c'est important de le soulever pour que nous soyons capables de comprendre que ça arrive. Et quand ça arrive, quels sont les gestes qu'il faut faire. Exactement. Donc, ça arrive un peu partout. Donc, c'est pour dire que c'est un système qui est très important. Donc, c'est les voies supérieures. Et nous avons bien entendu les voies inférieures, c'est-à-dire les voies qui sont en bas de la pomme d'Adam, comme on l'a dit. Nous avons d'abord la trachée. Si nous voyons l'homme pas qu'à respirer, yo qu'on font trou dans base cool, donc yo parler de trachéotomie, donc c'est la trachée. Et puis la trachée, li sorti côté nous disant jusqu'à ce que arrive presque dans mi-temps l'estomac là. Après trachée a divisé en 2, il y aurait les bronches, et puis bronches yo même il a tombé dans poumon yo. Yo dit système respiratoire là, notamment système inférieur là, les temps qu'on pied bois qui tête en bas. C'est comme un arbre renversé. Voilà pourquoi on parle souvent de l'arbre trachéobronchique ou de l'arbre respiratoire. Donc, nous prenons la tige de l'arbre qui est la trachée. Nous avons 2 grosses branches de l'arbre qui sont les branches. Et puis, nous avons les feuilles et toutes les ramifications qui sont les poumons. Bon, nous pas besoin de tomber dans le détail dans poumon yo. Nous dit poumon yo pas unique. Yo divisé en plusieurs petits segments que nous relais les lobes. Les lobes eux-mêmes sont divisés en segments qui est segment alvéolaire. Donc, c'est pas mal ça, grosso modo, un arbre renversé qui constitue les voies respiratoires inférieures, donc le système respiratoire. Je pense que c'était important aussi de faire ce petit rappel anatomique parce que très souvent, on ne pas comprendre qu'il y a une différence que vous faites entre bronchite, pneumonie et tout ça. Donc, c'était bien de faire ce petit rappel anatomique pour les gens. Et puisqu'on parle des infections des voies respiratoires supérieures, donc, est-ce qu'on peut avoir les statistiques? Parce que nous croyons que ces jours-ci, on trouve beaucoup de cas de grippe, surtout avec les enfants. Si tu vas à Sainte-Justine, là, ils sont débordés. Beaucoup. Beaucoup de cas.
Donc, c'est quoi que disent les statistiques par rapport à ça? Ouais, particulièrement en période hivernale. Nous connaissons que, d'ailleurs, c'est une information que je donne aussi aux gens. En période hivernale, souvent, le gouvernement va s'arranger pour qu'il y ait des cliniques qui sont dédiées aux cas respiratoires, entre autres. Et l'objectif, c'est de désencombrer les urgences. Nous relèvons des cliniques CDP. Donc, si quelqu'un a un syndrome respiratoire, mon n'a qu'à relais, toujours le 811, dit que c'est un problème respiratoire, on va l'orienter en général vers une clinique qui sont des cliniques spéciales, des cliniques supplémentaires qui sont un peu partout que le ministère a créé pour favoriser la consultation et l'évaluation de ces gens-là. Donc, nous savons que dans la population générale, par exemple, un adulte, chaque année, va faire 2-3 épisodes d'infection des voies respiratoires supérieures. Ça, c'est un adulte normal. Et particulièrement pendant la période des fêtes. Et nous disons qu'un enfant, par exemple, notamment un enfant d'âge préscolaire, les enfants qui vont à la garderie, tout le monde songe ça, ils ont fait n'importe 5 à 7 par an. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose de très, très fréquent. Et nous savons aussi, pour les gens, c'est fondamental de se le rappeler, que la très grande majorité de ces infections-là sont d'origine virale. Il a dit, l'orgonvirus, c'est ou prend antibiotique, il dure 7 jours, ou pas prend antibiotique, il dure 7 jours. Donc, généralement, c'est le repos, l'hydratation, des éléments comme ça qu'on fait. Et puis, pour les virus, des fois, les gens viennent nous voir et nous disent, je ne pas comprendre, nous avons un premier, ça fait 3 semaines, nous avons un deuxième, 3 semaines encore, nous avons un troisième. Nous rappeler pour Mounio, il y a plus de 200 virus différents qui sont en circulation. Donc, ça explique pourquoi on peut avoir une première infection, ensuite on a un autre virus, ensuite on a un troisième. Donc, c'est comme ça que ça se joue en général. C'est seulement 10% à peu près des infections qui sont des infections d'origine bactérienne. Et souvent, les infections bactériennes sont des complications des infections virales. Donc, c'est pour nous songer ça. OK. Je pense aussi qu'on aura l'opportunité de parler quand il faut prendre en charge ces infections-là se compliquent. Exactement. Alors, là. Donc, est-ce qu'on peut commencer par citer quelques pathologies qui se trouvent qu'on peut retrouver au niveau des voies respiratoires supérieures? On parle très souvent des rhinopharyngites. Exactement. Tu as parlé du pharynx tantôt. Oui, nous avons parlé du nez, donc rhino, et du pharynx. Et donc, rhinopharyngite, ou bien des fois, on parle tout simplement de pharyngite, il a parlé de... Donc, les rhinopharyngites, c'est des infections, la très grande majorité virale, mais c'est la première pathologie qu'on rencontre de plus en plus chez les enfants, et première cause de consultation en pédiatrie. Donc, nous disons que d'ailleurs, la rhinopharyngite est une étape obligatoire, c'est ce qu'ils disent, pour que le jeune enfant travaille ou atteigne son immunité. Souvent, Mounio Konzu, ça fait une année, il gagne 5-6. Donc, c'est un problème immunitaire. Au contraire, c'est parce que par un problème immunitaire que ça renforce. On parle c'est une sorte de maladie d'adaptation. Donc, maman petite yo connaît, généralement, les enfants qui viennent de fréquenter la garderie, la première année, généralement, ils vont en faire à répétition. Donc, nous disons que c'est extrêmement fréquent. Aucun enfant ne peut échapper. Certains enfants, on les garde à la maison jusqu'à l'âge d'aller à l'école. Donc, il n'y a pas rien. Ils ont entré à l'école et puis ils ont viré tourner parce que faut qu'ils prennent quand même. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est d'origine virale. C'est une pathologie bénigne, généralement pas de complications. Et puis, souvent, ça passe entre 7 et 10 jours. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Nous avons dit que c'est surtout les virus. Nous avons cité un paquet, parmi lesquels tout le monde entendait parler de virus influenza. Donc, c'est pas mal ça pour ces symptômes de rhinopharyngite. Donc, l'atteinte se situe vraiment au niveau de la gorge et au niveau du nez, bien entendu, avec tout l'autre élément qui tout près. Oui. Même si tu dis, Dr. Franz, que c'est une pathologie qui est bénigne, et qu'on parle souvent de cette maladie d'adaptation, c'est bien pour les enfants. Mais des fois, l'enfant n'a pas envie de manger.
Ouais. Et ça inquiète le parent. Exactement. Ça inquiète le parent. Donc, quels sont les symptômes et quand sonner la sonnette d'alarme? Mais avant de sonner, avant de s'inquiéter, il faut savoir que les symptômes normaux. Donc, nous disons qu'en général, avec une rhinopharyngite, l'enfant va avoir une fièvre qui est variable, qui n'est pas constante. Je rappelle aux parents, un parent ne peut ne pas avoir de thermomètre à la maison. Okay. Donc, si vous me dites, je leur dis quand ils viennent en clinique, ah, mon enfant fait de la fièvre depuis 4 jours. C'est quoi la température? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un thermomètre? Je ne sais pas. Si vous touchez l'enfant, vous pouvez dire qu'il y a de la fièvre, mais vous ne pouvez pas l'objectiver. Une fièvre de 40 n'est pas la même chose qu'une fièvre de 38 ou de 38,5. Donc, s'il vous plaît, de grâce, achetons un thermomètre, mettez la caille nous. Même pour nous, même tout l'important. Donc, nous avons l'état général de l'enfant qui est bon, qui est conservé. D'ailleurs, la référence que je fais pour les parents, m'a tout dit là, et gon publicité yo fait sous quoi c'est sous Advil ou bien Tylenol, pas songer qu'est-ce là d'ailleurs, qui dit reprenez votre état normal quel que soit votre état normal. Nous on petit monde qui kaba yo bal médicament et puis après ça l'on est campé. Donc si un enfant est en forme quand il n'a pas la fièvre, mais quand il a la fièvre, il devient un petit peu malade, donc c'est normal. Nous avons le nez qui est bouché. Le plus souvent avec du liquide qui coule, un écoulement. Ça peut être coloré et c'est pas parce que il y a une couleur qui fait que c'est infection bactérienne. Nous avons de la douleur à la gorge. Donc puisque nous avons une douleur à la gorge, si mon n'a pas envie de manger, ce qui est normal. Et donc ça nous recommande mounio, c'est non seulement bah ti moun plutôt bagaille qui sous forme liquide, mais c'est en même temps connaît que ti moun a récupéré. Donc s'assurer simplement que l'enfant est hydraté. Nous pouvons avoir aussi une obstruction des oreilles, donc l'enfant entend moins bien et nous pouvons avoir aussi des ganglions qui sont au niveau du cou. Un rappel important que je répète, c'est pas parce que le liquide qui coule dans le nez de l'enfant est coloré, c'est pas parce que l'enfant a une fièvre qui persiste, on va dire dans les délais normaux. Je dis le plus souvent 3 jours, moi je me dis 3 à 5 jours. C'est pas des signes d'infection, c'est pas des facteurs de risque de complications que il est capable tout à fait normal. Pour me répondre à la question, on va s'inquiéter dans certains cas. S'inquiéter veut dire aller chercher de l'aide. Ça veut pas dire que nous virer fou comme on le dirait. Si l'enfant a une fièvre qui dépasse 3 jours ou l'enfant a eu une fièvre qui était disparue et ça revient. Donc à ce moment-là, on va vérifier. Si nous avons des symptômes qui persistent et puis nous n'avons pas l'impression qu'il y a amélioration. Si nous avons un changement de comportement de l'enfant, c'est le facteur le plus important. L'enfant est abattu, est fatigué, il est irritable, il se réveille plusieurs fois la nuit, il est somnolent le jour. Si l'enfant a de la douleur dans l'oreille, si l'oreille coule, si l'enfant présente une conjonctivite, donc j'ai de randranjanodien, si l'enfant présente des troubles digestifs, si l'enfant a une gêne respiratoire, c'est fondamental, il faut y aller. Mais je veux mettre un petit bémol dans tout ça. Gêne respiratoire, ça ne veut pas dire que n'importe moun nan bouché et puis il pas qu'à dormir. Parce que l'anti moun gon rhinopharyngite, c'est normal que n'el bouché et c'est normal que la nuit il pas qu'à dormir parce que ti moun yo pas gen réflexe pour respirer par la bouche alors que nous-mêmes adultes c'est par la bouche. Comment peut-on désengager quand même les voies le nez. Ben, je réfère les gens souvent sur une vidéo qui se trouve sur le site de l'hôpital Sainte-Justine, que les hygiène nasale, qui fait mon utiliser en seringue et puis de l'eau saline pour les dégager et puis il y a des décongestionnants nasaux sous forme de spray qui se vendent. Donc généralement, demande mounio pour utiliser et puis mounio souvent gagne une bonne réponse avec lui. Puis bien entendu, les remèdes de grand-mère, Vicks, et passer l'huile masquée, on fait tout ça. Ils ont toujours du Tylenol, de l'Advil aussi. Mais Tylenol, l'Advil, ça va être très utile parce que c'est un traitement de symptômes qu'on fait. Si l'enfant a de la fièvre, on lui donne quelque chose. S'il a mal, on lui donne quelque chose pour la douleur et puis ça va passer. Ça va passer. OK. L'autre question aussi, c'est par rapport, on voit souvent ici, les enfants, ils ont des sécrétions, le nez qui coule constamment et des sécrétions qui sortent par les oreilles.
Oui, mais c'est ça que nous avons dit. Si l'enfant commence à faire de la fièvre, etc., l'enfant commence à couler de l'oreille, il faut consulter. Si l'enfant commence à avoir de fortes douleurs à l'oreille, il faut consulter aussi parce que moun yo pas remen fait lavage nasal là, yo dit moun nan pa vle. Or, qui s'est passé c'est que quand lavage nasal là pas fait ou qui te place pour une complication particulièrement une otite par exemple. Donc c'est surtout ça. Mais il faut avouer aussi que méthode seringue n'est pas facile. Hein? Pas facile. Mais ça aide. Oui. Ça aide. Je pense qu'on est arrivé à l'heure d'aller à la pause, Dr. Franz. Après quoi, on reviendra pour parler de l'amygdalite, dont on parle souvent, qui est une infection des voies respiratoires supérieures. Okay. On revient tantôt. Ça va. Nous vous rappelons, chers auditeurs et auditrices, que vous êtes sur les ondes de la radio Voix de la Vérité de l'Église évangélique Philadelphie de Montréal et nous vous présentons actuellement l'émission Parlons Santé. Et nous avons ce soir le Dr. Franz qui nous parle des infections des voies respiratoires supérieures. On avait, Dr. Franz, a parlé des rhinopharyngites tantôt, et on avait dit que c'était la première cause de consultation, surtout en pédiatrie. À cette époque de grippe pour la neige, les adultes aussi. Ah oui, beaucoup. En présente beaucoup. Est-ce que les thés chauds, là, les tisanes, là, est-ce que ça ne nous aide pas? On peut parler du Tylenol et pour les enfants, comment l'autre s'appelle?
Advil, ouais. Mais pour nous, là, le thé chaud, là, les tisanes chaudes, citron et tout ça, ça fait l'affaire aussi pour nous. Les Québécois diraient les méthodes de grand-mère. Les méthodes de grand-mère, ça fait l'affaire pour nous. Et puis c'est vrai, ça aide. Ouais, ça aide. Moi, là, quand moi, tout fait en gros. Pompe chaque matin, chaque soir, tout le monde prend et pour finir, ça réchauffe pour nous. C'est bien. Donc, il faut pas oublier cette méthode ça. Yes. Mais tout comme, il ne faut pas oublier Timounio tout. Ouais. André avec Tiadville, non, pour Timounio, c'est ça. C'est ça, docteur Franz. Donc, est-ce qu'on peut parler des amygdalites? Oui. Ça c'est encore une autre pathologie assez fréquente, très fréquente dans la population pédiatrique. Dans la population adulte aussi, on en a de temps en temps, mais généralement, quand c'est dans la population adulte, on est en droit de se poser certaines questions aussi. Mais quand on parle d'angine aiguë, est-ce que c'est la même chose? Angine aiguë ou amygdalite aiguë ou tonsillite aiguë. Donc, on dit que c'est une inflammation. Tonsillite, la mot à trop fort. Ouais, c'est un petit peu anglais. On dit que c'est une inflammation qui est une inflammation infectieuse des amygdales. Et puis, souvent, si on a besoin de garder amygdale, si on ouvre bouche ou bien, dans le fond, gorge, on va pouvoir luette là dans mi-temps, qui sont en tant fil, pas en fil. On va équiper, puis de chaque côté dans le coin, on bullshit. La louette. La louette, il y a des gens qui sont très visibles, il y a des gens qui sont moins visibles. Donc, nous parlons de amygdale qui là. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de rhinopharyngite. Ou capable de vivre sans eux, hein? Ou capable de vivre sans eux, quand le monde est obligé de retirer le pour eux. Et tout à l'heure, nous avons parlé de rhinopharyngite. Donc, le sale a commencé dans le nez. Maintenant, nous parlons de pharyngite seulement, c'est-à-dire c'est seulement gorge là. Donc, on dit que de façon générale, on a une fièvre. On peut ne pas avoir de fièvre d'ailleurs. On a des douleurs à la gorge. Nous avons aussi une douleur à l'oreille. Mais le plus souvent, la douleur que nous avons à l'oreille, c'est pas l'oreille qui fait mal, c'est la proximité des amygdales avec l'oreille qui fait que l'oreille fait mal. Nous avons une douleur quand on avale, et puis nous avons aussi une difficulté à avaler. Donc, douleur de la gorge, difficulté à avaler, douleur quand on avale, etc. Ce que je rappelle aussi aux gens, des fois, on peut gagner ou une douleur dans la gorge, l'on avaler le fort mal, mais le ou garder gorge ou pas ouais rien. Le ça surtout en consultation nous qu'on toucher muscle du cou parce que l'homme gon rhinopharyngite par exemple, vous avez de la courbature notamment avec la fièvre. Donc tous les muscles font mal. Donc des fois c'est les muscles du cou qui font mal, qui font ressentir comme une douleur qui est une douleur au niveau de la gorge. Donc, c'est pas mal ça. Donc, la personne ne peut pas manger. La personne peut ne pas pouvoir manger. La personne, des fois, il y a mal tout. Exactement. Et puis, un peu de difficulté aussi, même de la parole, certaines fois. OK? Donc, généralement, quand on examine, il y a comme une sorte de score qui nous permet de faire un test de la gorge pour vérifier est-ce que nous sommes plus en virus, qui est le plus souvent le cas, ou est-ce que nous sommes en présence d'une bactérie? Quand tu as des dépôts blanchâtres. Des dépôts blanchâtres, les bactéries étant le plus souvent du streptocoque, groupe B. Donc, streptocoque bêta hémolytique plutôt du groupe A. Et quand ça arrive, que nous gagnons bactériens, à ce moment-là seulement, nous faisons un traitement antibiotique. Donc, on traite avec un antibiotique une pharyngite, donc une angine, pour laquelle on confirme la présence de bactéries. Parce que la majorité des cas, ce n'est pas une bactérie, c'est plutôt un virus. J'ai une question pour toi par rapport à ça, les modes de transmission. Les modes de transmission, ouais, bonne question. Ah oui, c'est bonne question. Ben, souvent, je rappelle aux gens que la pharyngite étant une bactérie, si c'est une pharyngite ou une angine de bactéries avec le streptocoque, les bactéries ne s'attrapent pas par des gouttelettes. Les bactéries ne s'attrapent pas non plus dans l'air. Donc, la façon, c'est il faut contact de la salive. Donc, je demande aux gens d'éviter les becs, donc les bisous, d'éviter d'utiliser les mêmes ustensiles, d'éviter d'utiliser, par exemple, les verres, etc. On l'autre question que nous posons, est-ce qu'il y a besoin de faire traitement l'autre monde dans le là? Non. Puisque c'est pas un bagage qui est contagieux dans l'air. Donc, normalement, c'est ça qui fait. OK? Je rappelle, c'est moins qu'ajouter question ça, pour les adultes,
la pharyngite aussi, la pharyngite peut se ressembler, s'assimiler à d'autres infections de la gorge. Donc, monde qui, par exemple, dans le sexe oral, yo capable de des infections de la gorge qui c'est des infections sexuellement transmissibles. Et puis yo vini avec un bagay dans gorge là qui sont angines, mais en réalité c'est pas angine à streptocoque, c'est angine à l'autre bagay. Donc faut nous poser tête nos questions. Faut nous poser tête nos questions sur ça moun n'a fait, qui ça l'a fait, qui va le faire. Particulièrement pour nos jeunes. Nos jeunes. Attention. C'est important. Vous pouvez attraper ces sortes d'infections-là. Les Québécois parlent de cochonnerie. Donc, c'est pas mal ça. Mais effectivement, c'est parmi les atteintes les plus fréquentes, effectivement. Et puis, c'est une atteinte simple qui est facilement traitée, mais qui n'est pas banale. OK? Donc, par exemple, si la personne vient, on confirme, on traite, mais que la personne, au lieu d'améliorer, trouve que sa situation empire, il faut aller consulter parce que des fois, dans certains rares cas, amygdalite là qu'on transforme en abcès. Et le sarcounia est capable de menace pour la vie. Donc, c'est important que mon fait suivi que vous faire. C'est ça. Donc, on a parlé du traitement. On a dit que... Oui, le traitement en général, c'est des antibiotiques. On va utiliser particulièrement la pénicilline. Un monde qui peut tolérer pénicilline, il est capable d'utiliser l'autre traitement pour lui. Et qui c'est l'autre médicament, tant que les céphalosporines ou bien les macrolides. OK. Ouais. Maintenant, on parle constamment des sinusites. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé parler de sinusites. Ça. Faire un petit rappel anatomique des sinus d'abord, avant de parler des sinusites. Mais oui. Alors, ça, pour passer mieux, ça me fait généralement. Donc, ce que je fais, si on regarde un visage, OK, nous avons le nez. Nous avons parlé de rhinite au niveau du nez. De chaque côté, au niveau des maxillaires, donc des joues, notamment des joues, nous avons en dessous de cet os-là, nous avons des vides qui sont des creux, qui contiennent de l'air, qui permettent l'aération du système. Donc ça, c'est les sinus maxillaires. Et si nous allons un peu plus haut, au-dessus des yeux, de chaque côté, nous avons d'autres vides que nous appelons les sinus frontaux, donc les sinus du front. Bien entendu, nous gagnons les sinus ethmoïdaux qui plus en dedans, nous gagnons les sinus sphénoïdaux qui plus en dedans, mais nous avons deux ça simplement. Donc, ça qui passe, c'est que il faut qu'il y ait une circulation de l'air entre le nez et les sinus. Si pour une raison ou bien pour l'autre, on a un virus au niveau nasal, virus temporal produit un pile sécrétion. Donc, au lieu que une circulation d'air, capable d'une circulation de sécrétion. Et comme moun yo pas remen fait lavage nasal, le fin de circulation de sécrétion ça vient rester, donc il pas circuler, ça vient faire que bactéries viennent infecter. Donc, ça vient faire que mon a développé en sinusite. Ça veut dire deux choses. La première chose, c'est que la plupart des sinusites sont des sinusites virales. Donc, quand quelqu'un a une bonne infection de tout le système respiratoire supérieur, non seulement la rhinite, il a une pharyngite, mais il a gagné sinusite tout. C'est peut-être ça, des fois, on parle de rhinosinusite. Mais si un n'est pas fait, donc, si infection virale, ça a vient transformer en infection bactérienne. C'est pas mal ça. Oui. C'est ça. Dans les symptômes, comme tu dis, on a toujours des douleurs. Exactement. Nous avons des douleurs dans les zones que j'ai citées. Puis, on bagarre que des patients me fait souvent. Je leur demande de juste presser ou tapoter en dessous des yeux et en dessous des yeux. Donc, si on a de la douleur dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser la tête comme si on voulait se lasser les souliers. Normalement, une bonne sinusite a fait que douleur que m'te gagné li augmenter le baisser. C'est comme si c'est comme si zone nan t'a décollé. Donc à ce moment-là, on a c'est un symptôme qui montre que ou gon sinusite, leur baisser tête et puis douleur exagérée. Et puis comme on est en ordre, je veux aviser les gens de porter une attention spéciale pour les sinusites qui viennent au niveau frontal.
nous qu'à comprendre que au niveau maxillaire, les plus en lien avec la bouche, mais au niveau frontal, les plus en lien avec en certaine proximité au niveau du cerveau, au niveau de l'œil. Donc ça lui-même nous va faire attention avec lui si nous gagnons, mais le traitement est assez facile. Donc c'est des douleurs localisées, comme on l'avait dit, dans la zone des sinus. Nous avons le nez qui coule, mais le plus souvent de seul côté, le plus souvent que le nez coule. Et puis on peut avoir de la fièvre qui continue, et puis nous avons le nez qui est bouché. Donc c'est pas mal ça. Et puis le plus souvent au-delà de 10 jours, si par exemple vous avez eu un rhume, au lieu que ça allait, ou pas gagner l'autre symptôme encore, mais ces symptômes ça qui continuent, ça est très probable que c'est un sinusite qu'on gagne comme une complication de rhinopharyngite qu'on gagne, bien de rhinite qu'on gagne. Donc là ça ou doit consulter. C'est vrai, c'est quelque chose viral, mais la coloration des sécrétions, est-ce que ça ne doit pas alerter les gens ou bien les encourager? Les gens font souvent cette erreur. Si j'ai les explications que je donne, normalement, si j'ai une rhinite ou une rhinopharyngite, mais mes sécrétions ne coulent pas, ou bien pas quitter au couler, c'est normal que vous colorez. Je dis aussi aux gens, si la coloration, c'est le matin quand je me lève. Parce que ce que je rappelle, c'est que pendant l'abdomen, on continue à produire, les sécrétions continuent à faire, ils ont accumulé. Donc là, ça, pendant qu'ils ont accumulé, ils viennent plus épais, ils viennent plus colorés. Donc c'est normal que le matin, leur lever, on gagne plus de sécrétions et puis ils coloré. Donc ça, c'est pas un symptôme. Si c'est pendant la journée, ça est capable de mettre la puce à l'oreille, mais il faut savoir aussi, si vous ne faites pas de lavage nasal, ça veut dire que vous avez des sécrétions qui ne sont pas irriguées. Donc, il est capable de colorer. Et puis, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement la couleur, c'est les autres symptômes. Donc, si vous avez une coloration, mais exactement, la douleur, des fois, c'est des maux de tête qui peuvent être des maux de tête importants. OK. Donc, parlant de l'amygdalite, est-ce qu'il y a des complications? Tu en avais parlé aussi par rapport au cerveau. Ouais, donc alors je rappelle que nous parlons des sinusites et non pas des sinusites. On lapsus. Sinusite. Oui, mais comme j'en te dit là, il y a une proximité au niveau du cerveau. Donc, puisque il y a une proximité au niveau du cerveau et au niveau de l'œil, il faut faire très attention. Certaines personnes peuvent traîner une sinusite qui est foudroyante, une sinusite importante au niveau frontal, et sinusite ça capable de communication avec le cerveau qui entraîne n'importe encéphalomyélite, etc. Donc c'est important. Si nous avons certains symptômes, méningite, méningoencéphalite, si nous avons certains symptômes comme un peu de convulsion, la personne commence à être désorientée, etc., avec un peu de fièvre, il faut consulter. Puis nous pouvons avoir des atteintes de l'œil aussi, et à cause de la même proximité, particulièrement si les sinusites sont des sinusites un peu plus profondes, comme les sinusites ethmoïdales ou sphénoïdales. Donc à ce moment-là, nous avons les yeux à enfler. Nous avons fièvre, et puis nous avons les yeux à enfler, tant qu'on qui prend un coup de poing dans les yeux, hypersensible, ou bien les yeux à décoller. Donc à ce moment-là, nous ne pouvons pas arriver et quitter nous arriver dans le point ça. Mais quand même, c'est des atteintes qui sont excessivement rares, surtout en Amérique du Nord. Mais comme on n'a pas parlé pour le monde nous Haïti autour. C'est important de faire la relation entre les sinus et le cerveau. Parce que pour certaines tumeurs, tu vois, on peut aller au niveau de la chirurgie, on passe par les sinus. Oui, par les sinus. Pour extirper. C'est bien, on a parlé des rhinopharyngites, on a parlé des sinusites, de l'amygdalite. On peut parler aussi de l'otite. Très souvent, on parle de l'otite. Il y a otite externe, otite moyenne. Exactement. Mon aurait pas otite ça en pile en ville. Oui. Otite ça pareil couler de l'eau tout le temps, gros douleur. Exactement. Pareil, on vient souvent avec lui. 2-3 bagages pour nous dire, le plus souvent les otites sont des résultats des rhinopharyngites. Donc le nez est bouché, le nez coule, on ne fait pas de lavage, donc le liquide, il y a un conduit entre chaque narine et l'oreille, le conduit que nous appelons la trompe d'Eustache. Donc si pour une raison ou pour une autre, nous avons beaucoup de sécrétion au niveau du nez, donc au lieu que ce soit de l'air qui passe entre les deux, ça va être du liquide, et puis c'est le liquide ça qui continue surinfecté.
Bien entendu, on a parlé des otites externes, c'est-à-dire l'enfant a mal à l'oreille, mais quand on touche l'oreille ou on tire sur l'oreille, ça fait mal un peu plus. Donc ça, c'est le conduit. Puis nous avons l'otite moyenne, qui est une infection plus au niveau du tympan. Donc en général, les enfants ont non seulement de la douleur à l'oreille, ils peuvent avoir de la fièvre, les petits-enfants sont irrités, ils se touchent les oreilles, ils ne veulent pas manger, ils ne veulent pas boire. Et des fois, ça peut aller même à des symptômes d'agitation, de vomissement. Donc, à ce moment-là, il faut surveiller. Même si je ne pas dit rien encore, si on suspecte une otite, je dis au monde ça. Si vous avez un enfant, vous suspectez une otite, toujours vérifier en arrière de l'oreille. Toujours vérifier en arrière de l'oreille lorsqu'il se trouve directement en arrière de l'oreille, pour voir si ça fait mal. Ça fait mal. OK? Si l'enfant dit qu'il a mal à l'oreille, vous touchez derrière l'oreille, il y a une bosse, vous trouvez que cette bosse-là fait mal. Que dès que vous le touchez, l'enfant sursaute. C'est au niveau de l'os, c'est une urgence. Il faut aller à l'hôpital et le plus souvent aller à l'urgence parce que ça peut être une mastoïdite et les mastoïdites sont des infections qui sont graves et que des infections que l'on traite de préférence en urgence. On peut faire aussi une pression sur le trachus, là, OK, pour voir si ça c'est d'une otite. Oui, particulièrement une otite externe. Ouais. Docteur Franz, on va prendre encore une autre pause. Et puis, on reviendra pour le dernier segment. Déjà, hein? Ouais. Ça passe vite. Nous voici, Dr. Franz, à notre dernier segment de l'émission. Et il nous reste encore deux petites informations à transmettre. C'est sur, très souvent, on parle des laryngites. OK, les gens perdent leur voix et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire long? Ou court. Parce que nous avons fait le temps. Alors, j'ai noté, comme on l'avait expliqué, nous avons dit dans le système respiratoire supérieur, un autre segment après le pharynx que nous avons, c'est le larynx. Le larynx étant l'autre segment en bas de la gorge. Donc, nous disons que le larynx, on peut avoir une infection du larynx, donc on parle de laryngite, et c'est au niveau du larynx que se trouvent les cordes vocales. Donc, voilà pourquoi quand nous avons une infection du larynx, particulièrement une infection virale, le premier symptôme qu'on va avoir, c'est la perte de la voix. Qui s'appelle la dysphonie. Qui est la dysphonie, qui c'est même bagaille comme on gagne, l'on chante trop, et puis on perd du voix. Et puis, j'ai eu une patiente aujourd'hui, je lui ai dit, le traitement, c'est quoi? Ferme un bouchon, pas parler, et puis pas chuchoter. Parce que les gens chuchotent des fois. Il ne faut pas chuchoter non plus. Donc, on parle de la dysphonie, donc de la perte de la voix. La personne peut avoir aussi une difficulté à respirer, parce que comme on avait dit que c'est enflé, l'air doit passer. Les cordes vocales, si elles sont enflées, donc l'air passe moins bien. Donc, ce qui fait que cette difficulté à respirer peut entraîner une sorte de son quand la personne respire, quand la personne prend une inspiration. Ça peut être un son aigu ou bien un son plus ou moins grave. On dit que la personne a la voix qui est rauque. Et bien entendu, comme c'est la même zone où passent les aliments, donc on peut avoir aussi un mal de gorge et donc une difficulté à avaler ou de la douleur quand on avale. Donc c'est pas mal ça, les laryngites. Les laryngites sont un chapitre un petit peu plus important, particulièrement chez les enfants,
Nous avons dit aussi qu'au niveau du larynx, nous avons le clapet, si on se rappelle, que l'on appelle l'épiglotte. Donc, on peut avoir une laryngite qui est une laryngite aiguë, infectieuse, importante. À ce moment-là, l'enfant, c'est un enfant qui a une difficulté importante de respirer. L'enfant, l'évolution se fait très, très rapide. Et souvent, il faut, même si c'est viral, il faut amener l'enfant à l'urgence parce que, étant donné que les cordes vocales de l'enfant sont petites, si elles sont enflées, rapidement, ça peut fermer la respiration et empêcher l'air de passer. Donc, nous avons... Oui? J'ai quand même une question pour toi. En fait, est-ce que c'est l'expérience qui a prouvé que les chanteurs... Les chanteurs, il y a aussi beaucoup de pasteurs que je connaisse aussi, présentent des pathologies au niveau des cordes vocales, au niveau du larynx. Bien entendu, surtout les pasteurs énergiques. Parce que chanteurs, ils travaillent cordes vocales en pile, donc ce qui fait que cordes vocales fatiguées en pile. Prenons l'exemple de Céline Dion, qui avait déjà des problèmes au niveau des cordes vocales, mais les pasteurs aussi, et ceux qui prêchent beaucoup et qui prêchent avec beaucoup d'intensité, donc ils utilisent beaucoup les cordes vocales. Donc, c'est par surutilisation. Et puis, nous avons une pathologie qui est fondamentalement importante que je veux au moins citer, c'est ce qu'on appelle une épiglottite. L'épiglottite, c'est ça, nous, les luettes là, ou bien épiglotte là, quand infection, c'est l'allié. On dit ça, c'est une urgence pédiatrique vitale. Donc, les gens vont m'écouter. Donc, en général, nous avons un enfant qui... on dit que ça s'installe rapidement. Nous avons un enfant qui est d'emblée inquiétant. L'enfant est angoissé. L'enfant a un état général qui est pas bon. Il a une fièvre qui va jusqu'à 40 degrés. C'est urgent. OK? Et ça, c'est une installation rapide. On dit que on va avoir une difficulté à respirer, comme je l'ai dit, qui est rapide. L'élément qu'on voit encore, et ça que je veux que les parents l'aient dans la tête. L'enfant se plaint de douleurs importantes de la gorge et l'enfant est en train de baver. L'enfant parle de douleurs importantes de la gorge et l'enfant est en train de baver. La seule position qui lui est appropriée, c'est quand il est assis, la bouche est semi-ouverte et puis la bouche est semi-ouverte. Dès que l'enfant se met en position couchée, il commence à ne pas pouvoir respirer. Ouais, c'est une urgence cette inflammation, c'est une urgence immédiate. Ne rien faire, ne rien mettre dans la gorge, ne rien essayer, aller à l'urgence en gardant l'enfant dans la position qu'il est capable, c'est-à-dire semi-assise, bouche semi-ouverte. Donc, je veux que les parents qui m'écoutent ici gardent ça en tête. Évolution rapide, et puis ça, c'est pour l'urgence. Parce que si on a mourir tout fait. Les cas mourir tout fait, et cela peut se faire facilement. Wow! C'est important de parler de l'épiglottite pour les enfants, parce qu'en un clin d'œil, ça peut arriver que l'enfant arrête de respirer. Et même quand Mouniotou. Ouais. Même quand Mouniotou. Moi, je parle à... Il y a certaines personnes qui ont des dentiers là et qui dorment avec. Ouais, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux aussi, il a bloqué respiration. C'est dangereux, facile. Ça descend en bas facile. Donc, Dr. Franz, on a beaucoup parlé aujourd'hui, donc on va faire un petit résumé pour nos auditeurs, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Sinon, on est déjà à la fin. Donc, on a parlé de l'arbre respiratoire comme un arbre renversé. Nous avons parlé de plusieurs infections, mais particulièrement des infections des voies respiratoires supérieures. Et puis, il faut se rappeler que la plupart de ces infections-là sont virales et l'infection la plus importante, c'est l'épiglottite, où l'enfant est en position assise, la bouche ouverte, il se plaint de douleurs importantes dans la gorge, il bave et il ne peut pas se coucher. Ça, c'est une urgence immédiate. Il faut aller à l'hôpital. Merci, Dr. Franz, pour ces informations. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on parlera des infections des voies respiratoires inférieures. Okay? Donc, on parlera de la pneumonie, de tout ce qui va avec les bronches et tout ça, les poumons aussi. Exactement. Donc, on a pu voir que réellement, que tout ce qui respire, l'eau l'éternel. C'est un cadeau de l'éternel. Ouais.
Et sans plus tarder, on va remercier le Seigneur pour sa présence et nous remercions encore notre frère Charlton, l'infatigable, qui nous a permis d'être en ordre ce soir. Docteur Franz. Père fidèle, miséricordieux et grand, nous ne cesserons jamais de te louer, de t'exalter, de te glorifier, de te remercier pour ce que tu fais pour nous, en nous et avec nous. Merci Seigneur Dieu pour ce privilège de partager avec les auditeurs. Que ton nom soit béni. Nous te demandons, Père d'amour, d'être avec nous, de nous accompagner. Te prions au nom de Jésus, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.